Bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un concept qui est vraiment partout dans nos vies. La croissance, oui. Exactement. Et pour ça, on va se baser sur le livre très exhaustif de Václav Smil qui s'intitule Growth, From Microorganisms to Megacities. Un ouvrage monumental au passage. Ah, complètement. Notre mission pour cette analyse, c'est vraiment d'extraire les pépites de savoir de ce livre pour comprendre les trajectoires réelles de la croissance. Que ce soit des bactéries ou des mégapoles, comme le dit le titre. Voilà, on veut examiner de très près cette idée d'une expansion qui serait soi-disant infinie. Parce que la croissance, elle est partout. Elle dicte les décisions politiques, les bilans d'entreprise et même nos propres attentes face à l'avenir. C'est le maître étalon de notre époque, en quelque sorte. C'est ça. Alors, décomposons cela. La notion de croissance génère des réactions qui sont profondément paradoxales. D'un côté, c'est le signe ultime du progrès, de l'amélioration de nos vies. Et de l'autre, ça crée une anxiété sourde sur les limites de notre monde matériel. Et cette tension, justement, entre ce besoin vital de se développer et la réalité d'un environnement physique qui est, lui, fini, c'est vraiment le cœur de l'analyse de Smil. Et la confusion vient beaucoup de la façon dont on mesure tout ça, non ? Totalement. Surtout dans la sphère économique. Les journaux télévisés, les analystes financiers, ils nous bombardent de pourcentages. Ça crée cette illusion qu'un taux élevé, c'est la seule et unique mesure d'un véritable enrichissement. Ouais, on est obsédé par le chiffre du PIB qui doit monter. Exactement. Pourtant, Smil insiste sur un point crucial. Il faut impérativement faire la distinction entre un taux de croissance et le résultat absolu qu'il produit. Un pourcentage tout seul, ça masque très souvent la réalité tangible de ce qui est réellement créé. Mais attendez, quand on voit un taux de croissance chuter de 5% à 2% par exemple, la panique semble justifiée, non ? On a naturellement l'impression que le moteur économique cale. Qu'on s'appauvrisse, oui, c'est le réflexe naturel. Voilà. Alors comment Smil justifie-t-il de cette baisse de pourcentage soit pas forcément une mauvaise nouvelle ? Eh bien, pour comprendre ça, il faut visualiser la différence entre la taille de la base et le taux qu'on y applique. Prenons une image simple. Imaginons une boule de neige. D'accord, je visualise. Si on prend une boule de neige de la taille d'une balle de tennis et qu'on y ajoute une couche de 5%, on obtient une quantité de neige supplémentaire qui est assez modeste. Logique. Par contre, si on prend une boule de neige géante de la taille d'un gros rocher et qu'on y ajoute seulement 2%, la quantité réelle de neige ajoutée sera considérablement plus importante que dans le premier cas. Ah, je vois où vous voulez en venir avec l'économie. C'est exactement ce qui se passe avec le produit intérieur brut. Les données montrent que dans les années 1950, le PIB américain affichait une croissance d'environ 5% par an. Sur 5 ans, ça représentait un ajout d'environ 3 500 $ par habitant. Ok, 3 500 $ avec 5% de croissance. C'est ça. Maintenant, si on regarde la période de 2011 à 2015, la croissance était qualifiée de super lente parce qu'elle tournait autour de 2%. La fameuse stagnation dont tout le monde parlait. Sauf que, sur une économie devenue infiniment plus massive, cette boule de neige géante, ces petits 2%, ont ajouté 480 $ par habitant. Oh, waouh. Donc la richesse matérielle absolue générée était nettement supérieure avec un taux plus faible. C'est une façon de voir les choses qui remettent totalement en perspective nos angoisses économiques. Le pourcentage baisse, mais le volume absolu de richesse continue d'augmenter. Exactement. Et d'ailleurs, quand on observe la matérialité de cette richesse, les objets de notre quotidien semblent partir dans des directions complètement opposées. C'est-à-dire, D'un côté, on a une miniaturisation technologique qui est stupéfiante. Par exemple, en 1969, l'ordinateur de la mission Apollo 11, celui qui a calculé les trajectoires lunaires, oui, voilà, il pesait 32 kilos et il avait, accrochez-vous, 2 kilo-octets de mémoire. c'est minuscule par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, un ordinateur portable standard pèse une fraction de ce poids, tout en étant des millions de fois plus puissant au kilo. Donc on pourrait croire que la croissance moderne rime avec dématérialisation. On pourrait le croire, en effet. Mais cette miniaturisation électronique, elle offre une vision très partielle, voire trompeuse de notre empreinte matérielle globale. Parce que le reste s'alourdit. Exactement. Pendant que les microprocesseurs rétrécissent, l'infrastructure physique qui soutient nos modes de vie, elle, gonfle considérablement. L'industrie automobile illustre ça parfaitement. Ah oui, les chiffres de l'automobile dans le livre sont frappants. En 1908, la première voiture produite en série, la Ford Model T, pesait environ 540 kilos. C'était léger, accessible. Un objet purement utilitaire. Et 110 ans plus tard, en 2018, le véhicule le plus vendu aux États-Unis, c'était plus du tout une petite berline. C'était le Ford F550, un pick-up massif qui affiche un poids de 2000 kilos sur la balance. On est passé à un véhicule presque 4 fois plus lourd. Presque 4 fois, oui.
Et la tendance est la même dans l'immobilier. Une maison américaine typique des années 50 couvrait environ 90 mètres carrés. En 2015, cette surface a atteint 240 mètres carrés. Sans compter les matériaux utilisés à l'intérieur. Exactement. L'architecture moderne, c'est des comptoirs en pierre massive, des îlots de cuisine énormes, plusieurs salles de bain. Donc la masse totale des matériaux de construction pour une seule maison a été multipliée par 4. Ce qui soulève inévitablement la question de la finalité de toute cette accumulation. C'est clair. Est-ce que ça nous rend plus heureux? Eh bien, les instituts de sondage comme Gallup se penchent là-dessus depuis longtemps. Et les chiffres sont assez parlants. Si on regarde le pourcentage d'Américains se déclarant, je cite, « très heureux », Oui. en 1948, on était à 43%. Ce chiffre a atteint un sommet de 55% en 2004. Donc ça a un peu monté. Un peu, oui. Mhm. Mais c'est redescendu à 49% en 2006. Ah. Donc, malgré une multiplication par 4 du poids de l'habitat et des véhicules, les indicateurs de satisfaction globale ont à peine fluctué. L'accumulation matérielle et le bonheur humain ne suivent pas du tout des trajectoires parallèles. C'est un décalage fascinant entre la quantité de matière qu'on possède et notre expérience vécue. Mais s'il y a un concept mathématique qui brouille encore plus notre perception de la réalité, c'est bien la croissance exponentielle. Oh oui, le fameux mot magique. On l'évoque souvent avec émerveillement. Vous avez l'exemple classique, c'est cette légende du créateur du jeu d'échecs. Celui qui demande des grains de riz à son roi. C'est ça. Il demande un simple grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et on double systématiquement. L'esprit humain a beaucoup de mal à saisir ce que ça implique à la fin. Mais c'est vertigineux. Mathématiquement, la 64e case exige à elle seule un volume correspondant à 230 milliards de tonnes de riz. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, ça équivaut à environ 500 fois la récolte mondiale annuelle d'aujourd'hui. Et c'est là tout le problème. Notre cerveau peine à saisir cette accélération. Et la nature, de son côté, la refuse catégoriquement sur le long terme. Elle finit toujours par dire stop. Toujours. Dans le monde physique, une croissance exponentielle pure n'est jamais durable. Elle peut exister dans les premières phases de développement d'un système, mais elle finit inéluctablement par rencontrer une limite. Vous avez un exemple ? Le secteur de l'énergie, bien sûr. Si on observe la consommation mondiale de pétrole brut, sa trajectoire de 1880 à 1970 a dessiné une courbe exponentielle d'une perfection rare. Presque un siècle de croissance parfaite. Partant de 2 millions de tonnes extraites en 1875, elle a franchi les milliards de tonnes au milieu des années 60. Mais il est physiquement impossible de maintenir un tel rythme de doublement sans vider la planète ou détruire l'atmosphère. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette impossibilité physique, elle est hyper souvent ignorée par les analystes quand ils regardent le monde numérique. Ah oui, la fameuse comparaison entre le physique et le logiciel. Exactement, l'ouvrage de Smile critique vertement un rapport de l'équipe de stratégie numérique de la Bank City. Ce rapport s'émerveillait de la vitesse d'adoption technologique, mais en comparant des choses qui n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'il comparait exactement ? L'argument, c'était de dire qu'il a fallu 75 ans au réseau téléphonique pour atteindre 50 millions d'utilisateurs, alors qu'il n'a fallu que 35 jours au jeu mobile Angry Birds pour atteindre le même palier. Oh mon Dieu. Et leur conclusion, c'était que la croissance technologique globale s'accélérait de manière exponentielle. C'est une comparaison qui relève d'une profonde incompréhension de la matérialité des systèmes, en fait. C'est ce que dit Smile, oui. Pensez au déploiement du téléphone à la fin du 19e siècle. C'était un défi logistique titanesque. Les câbles, les poteaux. Voilà, il fallait électrifier des régions entières, fabriquer des millions de kilomètres de câbles de cuivre, abattre des forêts pour ériger des poteaux à travers des continents, construire des centraux physiques. Du lourd, quoi. Du très lourd. Comparer cet effort industriel colossal avec la distribution virale d'un petit fichier informatique, un fichier que, soit dit en passant, voyage sur une infrastructure mondiale qui a déjà été construite à grands frais. C'est de la tricheur un peu. C'est une faute d'analyse majeure. Le logiciel ne s'affranchit des limites physiques que parce qu'il parasite un réseau matériel dont la croissance initiale a été extrêmement lente et laborieuse. La confusion entre un jeu sur smartphone et une infrastructure mondiale, ça montre à quel point on se laisse berner par les jolies courbes. Et cette illusion que la forte croissance initiale va durer toujours, ça crée des dégâts, non ? Des bulles économiques destructrices, tout à fait.
Les années 80 avec l'indice japonais, le Nikkei par exemple. Qui a été multiplié par 5. Et les analystes projetaient cette courbe sur les décennies suivantes. Ils pensaient que le Japon allait absorber l'économie mondiale entière. Et on a vu la suite. Pareil avec la bulle Internet des années 90. Le Nasdaq grimpait de 26% par an. L'idée dominante, c'était que la nouvelle économie s'affranchissait de la gravité financière. Jusqu'à ce que la réalité tape à la porte et que le Nasdaq s'effondre de 77% en 2002. Projeter mentalement une courbe exponentielle vers l'infini, ça mène systématiquement à des absurdités. Mais ça s'applique aussi à l'ingénierie, cette règle. Avec une rigueur encore plus absolue. L'évolution de l'énergie éolienne est un cas d'école fascinant. Racontez-nous. Au début de l'industrie éolienne, la croissance des capacités a été fulgurante. Les turbines du constructeur danois Vestas, par exemple, sont passées d'une petite capacité de 55 kW en 1991. Ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, mais elles sont passées à 2 MW en 1999. Une progression extraordinaire. Sauf que si un analyste avait appliqué une règle de 3 exponentielle à partir de ce rythme initial, Il aurait prédit quoi alors? il aurait annoncé des éoliennes de 10 MW pour 2005 et des monstres de 100 MW pour l'année 2015. Mais attendez, une éolienne terrestre de 100 MW, c'est impensable. Les pales feraient la taille de plusieurs terrains de football. C'est ingérable. Les lois de la physique imposent un veto strict. Les matériaux céderaient. Exactement. La résistance des matériaux, les vibrations, la force du vent, tout ça limite la taille maximale. Dans la réalité, le modèle terrestre le plus grand, proposé par Vestas en 2018, atteignait 4,2 MW On est très loin des 100 MW de la projection. et environ 8 MW pour l'offshore. L'élan initial, aussi puissant soit-il, finit obligatoirement par se stabiliser quand il rencontre la dureté des matériaux et la gravité. Pourtant, malgré toutes ces leçons, on continue d'être fasciné par l'idée d'une accélération perpétuelle. C'est ancré en nous. Surtout l'idée d'une croissance hyperbolique. Vous avez une croissance dont l'accélération elle-même s'accélère, jusqu'à tendre vers l'infini en un temps défini. C'est vertigineux. Et mathématiquement très théoïque. Il y a cet exemple dingue de 1960. Le chercheur Heinz von Forster a appliqué ce modèle à la démographie humaine. Et ses calculs ont abouti à une prédiction, publiée très sérieusement. Ah oui, je la connais celle-là. La population humaine atteindrait un nombre infini le vendredi 13 novembre 2026. C'est demain quoi. L'absurdité du résultat était censée prouver que notre trajectoire démographique allait devoir radicalement changer bien avant. Et pourtant, cette notion d'accélération infinie trouve un écho très fort aujourd'hui avec le concept de la singularité technologique. Avec Ray Kurzweil et les futurologues. C'est ça. L'idée qu'une croissance hyperbolique de la puissance de calcul aboutira vers 2045 à une intelligence artificielle dépassant de loin l'intelligence humaine globale, que le progrès deviendra instantané, s'affranchissant des limites matérielles. Et Smil n'est pas du tout d'accord avec ça, si je comprends bien l'analyse. C'est une lecture diamétralement opposée. Smil rappelle que même l'IA la plus sophistiquée nécessite des centres de données massifs. Des serveurs énormes. Des réseaux de refroidissement à l'eau, des métaux rares extraits de la Terre et des quantités faramineuses d'électricité. La thermodynamique reste l'arbitre ultime. Aucune technologie n'échappe à la chaleur ou à l'énergie physique. Exactement, ce qui ancre notre avenir dans les limites strictes de la biosphère terrestre. C'est fou comme c'est facile de se laisser séduire par cette idée d'accélération infinie, quand on regarde l'histoire de loin. D'ailleurs, Smil identifie un biais cognitif très courant qu'il appelle le phénomène de relais. Très intéressant ce point, oui. Si on trace un graphique de la vitesse maximale atteinte par l'homme, on voit des innovations qui se passent le relais. Comme une course. Voilà. La course à pied trouve sa limite. Le cheval prend le relais. La vitesse du cheval plafonne, la locomotive à vapeur apparaît, puis l'automobile, puis l'avion à hélice, puis l'avion à réaction. Et si on relie seulement les pics de chaque invention? La courbe semble s'envoler à la verticale vers l'espace. On pourrait en déduire que la prochaine étape, c'est le jetpack hypersonique pour aller au supermarché. Sauf que c'est une illusion d'optique temporelle. Observer l'histoire à travers ce phénomène de relais, ça omet de regarder ce qui se passe vraiment une fois que l'innovation devient mature. Est-ce qu'on continue vraiment à aller de plus en plus vite? Eh bien, l'examen des flottes commerciales actuelles révèle une donnée surprenante. Prenez le Boeing 787 Dreamliner. C'est le summum de l'aviation commerciale moderne aujourd'hui. Oui. Sa vitesse de croisière est d'environ 913 km/h. Ok, maintenant, si on remonte le temps, le tout premier avion de ligne à réaction de Boeing, le 707, introduit en 1958, volait à une vitesse de croisière de 977 km/h. Attendez, l'avion moderne est plus lent.
Il est techniquement plus lent de 7% que son ancêtre des années 50. Mais c'est un point d'arrêt incroyable pour notre imaginaire technologique, hein. L'innovation ultime, ça n'a pas été d'aller plus vite, mais de ralentir légèrement. Pour être plus efficace, oui. Qu'est-ce qui a empêché la courbe de grimper? Elle s'est heurtée à un mur fait de physique et d'économie. Au-delà d'une certaine vitesse, la résistance de l'air, la traînée, augmente de manière disproportionnée. Et ça consomme trop. La consommation de kérosène explose pour gagner juste quelques kilomètres/heure. Le coût devient inacceptable. C'est ce qui s'est passé avec le Concorde d'ailleurs, le parfait exemple. Un exploit technique extraordinaire, mais un échec économique et environnemental total. Les limites physiques, le bruit, la rentabilité. Tout ça a forcé l'industrie à plafonner la vitesse pour privilégier l'optimisation. La rationalité a gagné. Ce qui nous amène vraiment à la question centrale de cette réflexion. Si les courbes exponentielles finissent toutes par s'écraser sur le mur du réel, quel est le modèle qui décrit vraiment notre monde? C'est là qu'intervient la croissance logistique, ou plus simplement, la courbe en S. La fameuse courbe en S. C'est probablement l'outil le plus important pour comprendre le développement matériel. Le modèle a été formalisé en 1838 par le mathématicien belge Pierre-François Verhulst. Et sa force, c'est son réalisme brutal, c'est ça? Exactement. Contrairement à l'exponentielle qui monte indéfiniment, la courbe en S intègre la finitude dès le départ. Ça se décompose en plusieurs phases. D'abord un démarrage lent, Ensuite, le système s'engage dans une accélération très rapide. C'est la partie qui ressemble à une croissance exponentielle et qui nous trompe. et ensuite, Vient le point d'inflexion, le moment exact où l'accélération atteint son sommet et commence immédiatement à ralentir. La courbe s'aplatit pour former un plateau à mesure qu'elle approche de ce que les biologistes appellent la capacité de charge, le maximum absolu que le milieu naturel peut soutenir. sans s'effondrer. Voilà. Pour rendre ça très visuel, l'exemple de la botanique dans le livre est parfait. Si on observe la pousse d'un simple tournesol jour après jour, on trace sa taille sur un graphique et on obtient une courbe en S parfaite. Pas une approximation, vraiment la courbe exacte. Sa plus grande vitesse de croissance de toute sa vie survient précisément au 37e jour. Et après ce 37e jour. Dès le 38e jour, il continue de grandir, mais de moins en moins vite, jusqu'à se figer à sa taille adulte. La biologie a codé la fin de la croissance dans l'ADN même. C'est la loi fondamentale du vivant. Grandir jusqu'à atteindre une taille fonctionnelle, puis consacrer son énergie à l'entretien plutôt qu'à une expansion suicidaire. Mais l'appliquer aux sociétés humaines, c'est plus compliqué, non? Oui, parce que l'humanité a cette capacité unique de modifier technologiquement son environnement. Ça a d'ailleurs induit en erreur des statisticiens renommés. Pearl et Reed en 1920? Même. Exemple est cette courbe logistique à la démographie américaine. En analysant les terres arables et les rendements agricoles de l'époque, ils ont calculé la capacité de charge maximale des États-Unis. Et leur verdict, c'était que la population américaine ne pourrait jamais dépasser les 197 millions d'habitants. Ce qui a été pulvérisé par la réalité, puisqu'on est bien au-delà des 330 millions aujourd'hui. Alors où était la faille? Si la courbe en S est la règle absolue, comment on a pu percer ce plafond de verre? L'erreur n'était pas dans les mathématiques, mais dans la sous-estimation de l'ingéniosité technique. Ils considéraient la production agricole comme une constante. Ah, ils n'avaient pas prévu la chimie. Ils n'avaient pas prévu le procédé Haber-Bosch, qui a permis de synthétiser des engrais azotés à partir de l'air ambiant. Ça a démultiplié artificiellement la fertilité des sols. Plus la révolution verte des années 60, les machines. Exactement. En transformant le pétrole et le gaz naturel en nourriture, l'humanité n'a pas aboli la loi de la croissance logistique. Elle a simplement réussi à repousser le plafond vers le haut. On a dessiné une nouvelle courbe en S, plus grande, au-dessus de l'ancienne. Voilà. Mais attention, repousser les limites d'un système fini, ça ne rend pas ce système infini. La nouvelle courbe devra aussi trouver son point de stagnation. Ce qui résume parfaitement l'ampleur du défi conceptuel. La grande leçon de cette exploration, c'est que l'univers physique et nos constructions humaines fonctionnent à l'intérieur de contraintes matérielles. La ligne droite qui pointe vers le haut éternellement, c'est une illusion. Aucun arbre ne grandit jusqu'à l'orbite géostationnaire, comme on dit. Et s'approprier cette réalité, ça offre une grille de lecture très rassurante en fait. Comprendre qu'un développement fulgurant finit toujours par trouver un équilibre naturel, c'est pas un échec de l'innovation. C'est juste le mécanisme de régulation normal. C'est la signature d'un système arrivé à maturité qui coexiste pacifiquement avec les limites de son environnement. Ce constat soulève inévitablement une ultime réflexion pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Une idée vraiment stimulante. Je vous écoute.
Toute l'architecture de notre système macroéconomique, la mécanique des intérêts composés, les retraites mondiales, les marchés financiers, tout ça est mathématiquement calibré pour exiger une croissance exponentielle continue. C'est programmé comme ça, oui. Pourtant, on vient de voir que l'environnement géologique et biologique obéit de manière inflexible à la courbe en S avec son plafond de verre. Collision est inévitable. C'est ça la grande question. Comment notre organisation politique et nos schémas psychologiques vont-ils réagir quand la courbe économique atteindra son palier naturel et définitif? Serons-nous capables d'inventer une prospérité post-croissance? Une vaste question. La question reste ouverte à l'investigation. Un immense merci aux esprits curieux d'avoir pris le temps de décortiquer ces mécanismes avec nous aujourd'hui. Merci à tous. Gardons à l'esprit que si l'accumulation de matière est strictement bornée par la thermodynamique, notre soif de comprendre le monde, elle, dispose d'un horizon infini. À bientôt pour une nouvelle analyse.